Sous le Troisième Reich, des unités nazies, conçues pour opérer avec brutalité, apparurent. Le Brandenburg 800, créé par l'amiral Wilhelm Canaris, était composé de commandos experts en sabotage et en infiltration, connus pour utiliser les uniformes ennemis pour déstabiliser l'ennemi de l'intérieur. Les Einsatzgruppen, sous le commandement de Reinhard Heydrich puis d'Otto Ollendorf, étaient des escadrons d'exécution mobiles responsables de plus d'1 million de meurtres en Europe. La division Dirlewanger, dirigée par Oskar Dirlewanger, regroupait les criminels libérés de prison et devint synonyme d'une cruauté extrême, en particulier lors de la répression de l'insurrection de Varsovie. Il y avait aussi les SS-Jagdverbände, formés pour meurtres secrets et le sabotage. La Waffen-SS galizien, composée de nationalistes ukrainiens, fut utilisée contre les partisans soviétiques. Le Sonderkommando Einsatz Air fut directement impliqué dans l'opération Reinhard, la phase la plus meurtrière de l'Holocauste. Après la défaite allemande, Werwolf tenta de semer le chaos par des actes de terrorisme isolés. Les Fallschirmjäger et les Panzerlehr, bien qu'unités régulières, firent preuve d'un entraînement de haut niveau et d'une résilience fanatique. L'ombre infiltrée, Brandenburg 800, les espions d'élite. Au début de la Seconde Guerre mondiale, alors que les chars allemands rugissaient à travers les plaines de Pologne et France, une unité, elle, opérait dans l'ombre, loin des projecteurs, bien avant que les bombes ne tombent et que les fronts ne soient définitivement définis. Cette unité était le bataillon Brandebourg, plus connu sous le nom de Brandebourg 800. Bien qu'elle n'appartienne pas officiellement à la SS, ses actions terment par fondre avec le méthode plus loin accident de l'appareil nazi, au point que beaucoup de ses membres ont été absorbés par la machinerie d'Himmler et de son réseau d'extermination. Le Brandenburg 800 était une unité spéciale de commando allemande créée sous la direction de l'Abwehr, renseignement militaire du Troisième Reich, à la demande de l'amiral Wilhelm Canaris. Conçue comme une force d'opération secrète, capable d'opérer derrière les lignes ennemies pour saboter, capturer des ponts clés et semer la confusion avant l'entrée en lice des armées conventionnelles. Son principal outil n'était pas le combat direct, mais la tromperie, l'infiltration et la manipulation. Bien sûr, ils étaient préparés à cela, comme toute force d'élite. Leurs capacités extraordinaires incluent la maîtrise de langues étrangères, le port d'uniformes ennemis et la capacité de se déplacer comme des locaux sur les territoires qu'ils allaient conquérir. Les Brandebourgeois, comme on les appelait, étaient soigneusement recrutés. Ils recherchaient généralement des polyglottes ou des universitaires, des intellectuels allemands exilés ayant vécu à l'étranger pendant des années, et des nationalistes fanatiques des régions frontalières, sélectionnés pour leur connaissance des langues et cultures étrangères. Ils s'entraînaient à rester invisibles, ils apprenaient à se déguiser en soldats soviétiques, en paysans polonais ou en cheminots français, et on leur disait avec « il disposait de suffisamment d'informations pour soutenir son personnage, même face aux locaux ». Leur stratégie était claire, tromper pour gagner. Lors de l'invasion de la Pologne en septembre 1939, le Brandenburg 800 connut son premier baptême du feu. Habillés en civils polonais, ils sabotèrent les infrastructures, attaquèrent les dépôts ferroviaires et s'emparèrent des ponts stratégiques avant l'avancée. De la Wehrmacht. Ce fut un succès total. En France, en 1940, ces commandos s'emparèrent du pont vital de Moerdijk et infiltrèrent les Pays-Bas avec de faux documents, déstabilisant ainsi les systèmes de communication. Aux yeux du haut commandement allemand, c'était une force redoutable. Mais l'efficacité de leurs opérations secrètes avait un prix moral, car elle impliquait l'érosion complète des règles. De la guerre conventionnelle. La ligne entre opérations militaires et actes de terrorisme, il floue rapidement. En Yougoslavie, les Brandebourgeois participèrent à des missions de répression contre les partisans et à l'Est, ils accompagnèrent les armées allemandes lors de l'opération Barbarossa, participant à des opérations de nettoyage et d'annihilation des groupes de résistance. À mesure que le conflit s'intensifiait, leurs actions cessèrent d'être guidées par la tactique et commencèrent à se teinter de la brutalité idéologique qui caractérisait les SS. C'est précisément sur le front de l'Est que l'unité fut irrémédiablement contaminée par la logique de l'extermination. Nombre de ses membres collaborèrent activement avec les Einsatzgruppen, ces escadrons de la mort qui exécutèrent des communautés entières de juifs, de roms et de communistes,
un acte resté dans les mémoires comme l'Holocauste à ciel ouvert. En Ukraine, en Biélorussie et dans les États baltes, commandes brandebourgeois perquisitionnés, ils la voient des massacres perpétrés par la Waffen-SS. Leur connaissance du terrain, leur maîtrise des langues locales et leur capacité d'infiltration en faisaient des outils idéaux pour une répression systématique. Dans les territoires occupés, ils ont également servi d'agents d'instigation et de provocation. Ils ont organisé de fausses attaques, diffusé de la désinformation et ils capturèrent les dirigeants des mouvements de résistance par des méthodes trompeuses allant jusqu'à recourir à la torture extrajudiciaire. Initialement commandos stratégiques, ils se transformèrent en 1943 en agents secrets au service de la guerre sale sans frontières, ni l'un ni l'autre code. La dissolution de la Abwehr en 1944 et la méfiance croissante d'Hitler envers Canaris marquèrent la fin de l'autonomie du Brandenburg 800. Après l'arrestation de l'amiral, l'unité fut absorbée par la Wehrmacht et peu après subordonnée à la SS et au nouvel appareil de renseignement de la Reich, le service de sécurité, soit SD. Certains de ses membres sont décédés directement intégrés au SS Jagdverband, les unités de chasse anticommunistes sous le contrôle total d'Himmler. Ce qui n'était au départ qu'une force militaire d'élite a fini par fusionner avec le cœur le plus sombre de l'appareil répressif nazi. Dans les derniers mois de la guerre, les restes du Brandenburg 800 furent envoyés sur des fronts impossibles, comme le siège de Budapest ou la défense de la Prusse orientale, où ils furent utilisés dans des opérations suicides. Certains survivants tentèrent de disparaître entre le débris de la défaite. Beaucoup étaient recrutés par les services de renseignement occidentaux pendant la guerre froide, grâce à leur expérience des guerres non conventionnelles et à leur connaissance des pays du bloc soviétique. Le prix du pragmatisme géopolitique. Aujourd'hui, le nom Brandenburg 800 apparaît à peine dans les récits populaires de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Son héritage a été enfoui au milieu d'opérations secrètes, d'exécutions extrajudiciaires et de collaborations secrètes avec les plus grands crimes du XXe siècle. Mais son histoire est essentielle pour comprendre comment la guerre moderne peut être déformée au point d'effacer toute distinction entre combat et guerre. Légitimes et ils, c'étaient des soldats sans uniforme, des patriotes sans morale et des meurtriers sans visage. Le division damnée, Dirlewanger, le unité que causait terreur dans leur ennemi. Dans le vaste répertoire de l'horreur nazie, un nom est prononcé avec un mélange de révulsion et de stupeur, Dirlewanger. Ce n'était pas simplement une unité militaire. C'était une expérience sociale macabre, une armée de criminels au service du sadisme institutionnalisé. Le 36e division de grenadiers Waffen der SH, connue à l'instar de la division Dirlewanger, ils ont poussé le concept de brutalité à des limites difficiles à justifier, même au sein de l'univers criminel SS. Leurs actions ont marqué un tel abîme moral que de nombreux officiers du Troisième Reich lui-même ont été scandalisés par leur comportement. Son origine remonte à 1940, lorsque l'officier SS Oskar Dirlewanger, vétéran de la Première Guerre mondiale, membre des Freikorps et condamné pour crime, a proposé la création d'une unité composée par des braconniers emprisonnés. Dirlewanger affirmait que ces hommes, habitués à la violence, à la discrétion et à la survie dans des conditions extrêmes, seraient idéaux pour combattre les partisans dans les territoires occupés. Himmler, séduit par l'idée et par la loyauté fanatique de Dirlewanger, approuva l'expérience. Bientôt, l'unité s'agrandit. Elle ne comptait plus seulement des braconniers, mais aussi des violeurs, des meurtriers, des sadiques et des psychopathes recrutés dans les prisons allemandes. Selon les termes d'un officier, le SH, un paquet de bêtes incontrôlables dirigées par un dégénéré. Et pourtant, cela paquet était déployé systématiquement par le Reich pour écraser tout signe de endurance dans îles ceux de Europe. Dans 1941, l'unité a été envoyée en Biélorussie pour participer dans opérations de guerre asymétriques anti-partisanes et anti-guérilla. Mais loin de combattre exclusivement des combattants irréguliers, les Dirlewanger ont entrepris une campagne d'extermination contre civils, en particulier juifs, femmes, personnes âgées et enfants. Leur méthode. Parmi ces actes figurait l'incendie de villages avec leurs habitants, des viols collectifs, des tortures publiques
et des exécutions arbitraires. Ces massacres étaient accompagnés de banquets macabres et de célébrations orgiaques. La guerre, aux mains de Dirlewanger, devint une orgie de destruction. Les dénonciations ne tardèrent pas à se multiplier. Les officiers de la Wehrmacht, horrifiés par le comportement des unités, a envoyé des rapports à Berlin avertissant de l'impact moral et stratégique de telles atrocités. Mais Himmler fit la sourde oreille, car Dirlewanger était sa création et lui son docteur Frankenstein, son créateur coupable. À ses yeux, il accomplissait efficacement la tâche d'éradiquer la résistance sans scrupules humanitaires ni barrières morales. Dans une guerre totale, tout était permis. Lors du soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943, Dirlewanger joua un rôle clé dans la répression. Elle participa à la destruction systématique du ghetto et au massacre de milliers de Juifs. Mais son intervention la plus tristement célèbre eut lieu en 1944, lors du soulèvement du ghetto de Varsovie. Varsovie, quand les villes polonaises se soulevèrent contre l'occupation nazie. Himmler envoya les Dirlewanger avec un ordre clair, écraser le soulèvement avec la plus grande brutalité, semer la terreur. C'est alors que l'unité atteignit son apogée, de sadisme. Dans le district de Wola, au début du mois d'août 1944, la division Dirlewanger, avec d'autres bataillons SS, exécuta plus de 40 000 civils en quelques jours. Les meurtres furent perpétrés maison par maison, à coups de feu, de grenades, de couteaux et de violences sexuelles systématiques. Des enfants furent jetés contre les murs, des femmes enceintes furent tuées à coups de baïonnettes, à tel point que le haut commandement allemand jugea le massacre inutile et contre-productif. Et pourtant. Cependant, Dirlewanger continua son ascension. Il reçut la croix de chevalier pour sa bravoure au combat. Son unité, désormais élevée au rang de division, fut envoyée en Slovaquie, puis en Hongrie et enfin sur le front occidental. Ses actions restèrent les mêmes. Meurtres de masse, viols, pillages et cruauté sans bornes. Mais détérioration de le moral, le toxicomanie entre leurs rangées et le manque de discipline a également fait du Dirlewanger une menace pour ses propres alliés. À la fin de la guerre, les survivants dispersés de l'unité furent décimés par les forces alliées. Oskar Dirlewanger fut capturé par les troupes françaises en juin 1945. Selon les rapports les plus crédibles, il mourut peu après en détention, probablement lynché par des gardes polonais ou tchèques, bien que les circonstances exactes n'aient jamais été pleinement élucidées. Son corps fut enterré dans une fosse commune, sans honneur ni identification, telle une bête anonyme revenue à la terre. Aujourd'hui, la division Dirlewanger représente la descente aux enfers d'une organisation militaire dans les abysses de la barbarie. Elle était la preuve vivante que, sous certaines conditions, l'État peut légitimer l'illégitime et glorifier le monstrueux. L'unité n'agissait pas en secret. Crime était connaissance, toléré et dans de nombreux cas furent célébrés par le haut commandement nazi. La terreur qu'il sema n'était pas un accident de guerre, mais un outil délibéré de répression et d'extermination. Dans le lore du procès de Nuremberg, plusieurs officiers SS ont tenté de se dissocier du Dirlewanger, affirmant qu'ils ne représentaient pas l'ensemble de l'organisation. Mais cette excuse ne tient pas, examen minutieux, parce que Dirlewanger était SH jusqu'à il-fin. Non, c'était une erreur isolée. C'était la manifestation extrême d'une logique générale, celle du mépris absolu de la vie, celle de la haine raciale, institutionnalisée, et le de la peur sans limite transformé en sadisme méthodique. Les administrateurs de l'extermination, les Einsatzgruppen, les bureaucrates qui ont optimisé l'Holocauste. Avant la construction des chambres à gaz, avant l'érection des barbelés d'Auschwitz ou des crématoires de Majdanek, le génocide nazi avait déjà commencé, et pas en silence, de le champ, mais au air gratuit, dans forêts, fossés et des ravins. Et ce sont les Einsatzgruppen, les escadrons mobiles d'extermination, qui ont mené à bien la première phase de la soi-disant solution finale. Des hommes en uniforme qui ont tiré sans hésiter, ont rempli des formulaires et sont rentrés à leur bureau en sentant la poudre et la mort. Ces hommes ont perpétré un autre génocide, dont on se souvient encore aujourd'hui. Comme il holocauste à chéri ouvrir, soit il holocauste avec des balles. Le terme Einsatzgruppen peut se traduire par groupes opérationnels. Mais leur fonction dépassait largement le cadre opérationnel.
Ces commandos SS spéciaux furent créés par Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de sécurité du Reich, et leur mission était claire dès le départ: suivre l'armée allemande dans sa progression en Europe de l'Est et éliminer tous ceux considérés comme des ennemis du Reich. Parmi eux figuraient des juifs, des communistes, des intellectuels, des Roms et, dans de nombreux cas, de simples civils soupçonnés d'attitudes hostiles envers le régime. Au début de l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique en juin 1941, 4 groupes principaux des Einsatzgruppen A, B, C et D furent déployés à l'arrière du front. De ces commandes dénombrées avec entre 500 et 1000 soldats, dont des membres de la Gestapo, de la Kripo, police criminelle, du SD et des troupes auxiliaires, ont quitté la ville. Un piste de sang que s'étendirent comme une ombre parallèle à l'avancée de la Wehrmacht. Les massacres. Ils étaient méticuleux. Les communautés juives étaient rassemblées sous n'importe quel prétexte. Qu'il s'agisse d'enregistrement d'identité, de relocalisation ou de vaccination, et sous ces prétextes, elles étaient transportées aux abords des villes, où ils le exécutaient en masse. Les victimes devaient souvent creuser leur propre tombe. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées étaient forcés de se déshabiller, de s'aligner devant des fosses et communs, et recevoir une balle dans la nuque. Parfois, on utilisait des mitraillettes, parfois des pistolets lugés. Quels que soient les moyens, la fin était toujours la même. L'un des épisodes les plus emblématiques et les plus horribles fut le massacre de Babi Yar, près de Kiev. En septembre 1941, en seulement 2 jours, plus de 33 000 Juifs furent exécutés par l'Einsatzgruppe C, avec la collaboration d'unités de police ukrainiennes. Ce n'était pas une anomalie, mais une sorte de châtiment exemplaire, un avertissement de ce qui allait se produire à grande échelle. Dans des villes comme Kaunas, Minsk, Riga et Kharkiv, les ravins devinrent des cimetières anonymes où la terre était enfouie, étaient forcés à avaler des milliers de cadavres. Tout au long des années 1941 et 1942, les Einsatzgruppen, ils ont assassiné à plus loin de 1 million, et par l'intermédiaire des gens. Ils l'ont fait avec des documents en main, des listes de noms, des rapports journaux envoyés à Berlin. La froideur bureaucratique avec laquelle ils ont agi est peut-être l'aspect le plus troublant de leur héritage. Chaque exécution était inscrite, chaque nom écrit et chaque tombe était comptabilisée. L'extermination était une tâche méthodique, efficace et dotée d'objectifs quantifiables. Cependant, ces groupes n'agissaient pas seuls. Ils bénéficiaient du soutien logistique de la Wehrmacht, collaboration locale de milices antisémites et l'aide de certains secteurs de la population civile. Nombre de ces massacres étaient publics, connus de la communauté. Il ne s'agissait pas de crimes cachés, mais plutôt d'un symbole de discipline des vivants. La terreur visait à éduquer, domestiquer et anéantir tout espoir. Au fil du temps, les auteurs eux-mêmes ont commencé à montrer des signes de fatigue. Les exécutions face à face, le contact physique avec les victimes, les cris, le sang, l'odeur, autant de facteurs qui ont commencé à ronger l'âme des tueurs. Certains ont demandé un transfert, tandis que d'autres ont simplement bu excessivement ou consommé de la drogue pour continuer. C'est alors que des alternatives plus propres ou plus transparentes furent envisagées, selon les critères nazis, bien sûr. Ainsi naquirent les centres d'extermination industrielle, les grands camps de concentration avec leurs centres d'extermination. Mais à l'époque de Treblinka, Sobibor et Belzec est entré en service, le modèle avait déjà fait ses preuves, les Einsatzgruppen l'avaient perfectionné. Le commandant de un de ces groupes, Otto Ollendorf, histoire pendant le essai de Nuremberg, que son unité, l'Einsatzgruppe D, avait personnellement exécuté plus de 90 000 personnes. Il a dit cela sans émotion, comme s'il s'agissait d'un chiffre comptable, même ceux qui étaient présents l'affirment, qu'il dit croyant que leurs actions étaient légitimes, nécessaires et même patriotiques. L'endoctrinement et la déshumanisation étaient d'une telle ampleur. La complicité entre les structures de l'État nazi était totale. Du haut commandement SS aux agents de terrain, des scribes aux bourreaux, tous faisaient partie de la machine. Les rapports détaillaient le massacre étaient envoyés au ministère de la Halle intérieure, à la chancellerie du parti et par censé à Himmler et Heydrich. Personne. Je n'étais pas au courant, cela se passait dans les forêts de l'Est. Après la guerre,
de nombreux responsables ont réussi à s'échapper ou à réintégrer la vie civile, bien que plusieurs étaient capturés et finalement tribunaux. Dans les essais de les Einsatzgruppen, tenus entre 1947 et 1948, 24 officiers étaient reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Parmi eux, 14 ont été condamnés à mort, bien que seulement 4 exécutions aient eu lieu. Les autres ont vu leur peine de mort, pénalité, réduite avec le temps. L'impunité, comme tellement foi, il imposait à la pleine justice. Les ravins, aujourd'hui recouverts de végétation, toujours gardés, dans ses entrailles reposent les restes de milliers de personnes sans nom ni sépulture. En Ukraine, en Lituanie, en Lettonie et Biélorussie, toujours ils découvrirent tombes communs. Ils silence de ces terres sont l'écho des coups de feu, de la peur, de la planification froide de la meurtre en masse. Les Einsatzgruppen non étaient militaires dans combat, non étaient victimes de la logique de la guerre. C'étaient des tueurs organisés, des comptables du génocide, des ingénieurs de la mort au plus près des tranchées. Ils n'agissaient pas par impulsion, ils agissaient de manière ordonnée, avec méthode, avec structure, en pleine conscience de leur mission. Et ce faisant, ils ont démontré que le mal le plus dangereux n'est pas celui qui crie, mais celui qui obéit. Les chasseurs de l'ombre, SS Jagdverband, l'unité macabre de le tristement célèbre Otto Skorzeny. Alors que la guerre en Europe entrait dans sa phase la plus désespérée, le Troisième Reich cherchait de nouveaux moyens de prolonger l'agonie. Dans l'ombre de l'effondrement, des unités naquirent, spécialisées, qualifiées pour infiltrer, meurtre et sabotage à l'ennemi. Des forces enveloppées de mystère, opérant derrière les lignes ennemies, autorisées à agir à l'extérieur. De tous conventions militaires. Était l'association de chasse SS, les groupes de chasse de l'ESS. Et bien que son histoire est moins connue que le de comme d'autres unités nazies, leurs actions révèlent un chapitre sombre du conflit, la militarisation de l'espionnage et de la violence secrète. L'origine de cette unité, également connue sous le nom de Friedenthaler, remonte à 1944, lorsque le Reich commença à penser que la guerre était définitivement perdue. Le chef du renseignement SS, Walter Schellenberg, proposa la création de groupes opérationnels de élite pour effectuer actes de sabotage, espionnage, élimination profonde et sélective d'objectifs ennemis. Henri Himmler acceptait la proposition et nomma le redoutable Otto Skorzeny comme principal organisateur et commandant de ses forces spéciales. Skorzeny, officier charismatique et audacieux, était déjà connu pour son spectaculaire opération, comme le sauvetage de Benoît Mussolini dans Il Gran Sasso. Sous son commandement, les Jagdverband étaient conçus comme des unités polyvalentes, des commandos entraînés aux frappes chirurgicales, experts en camouflage, démolition, guerre irrégulière et assassinats ciblés. Elles ne dépendaient pas des structures militaires conventionnelles, mais directement des SS et, dans de nombreux cas, le cercle intime d'Himmler. Ces commandes étaient qualifiées dans techniques d'infiltration, survie, sabotage et combat corps à corps. Ils se préparaient pour parler langues étrangères, imiter les accents, utiliser uniformes ennemis et disparaître sans partir tracé. Beaucoup vient de le Waffen-SS, mais aussi ils recrutaient à criminels communs, agents de renseignement, transfuges étrangers et fanatiques nazis avec compétences techniques. La loyauté envers le Führer était l'exigence suprême. L'opération la plus célèbre et la plus controversée de la SS Jagdverband eut lieu pendant le offensant de le Ardennes dans décembre 1944. Il s'agissait de l'opération Greif, dirigée personnellement par Skorzeny, dont l'objectif était d'infiltrer des commandos allemands vêtus d'uniformes américains derrière les lignes alliées afin de semer la confusion, de saboter les ponts et de détourner les troupes. Les commandos falsifièrent documents, ils ont appris phrases dans anglais, et ils ont agi comme s'il s'agissait de soldats américains disparus. L'effet psychologique fut immédiat, et la paranoïa s'empara des lignes alliées. Contrôle d'identité, questions pièges et arrestations arbitraires se multiplièrent. Des soldats alliés furent exécutés par erreur. Les troupes de Skorzeny réussirent à tromper l'ennemi, mais elles en payèrent le prix fort. Nombre de ces hommes, une fois capturés, furent sommairement exécutés pour avoir combattu sous un déguisement, en violation de la Convention de la Haye. Skorzeny, lui, y parvint. S'échapper et consolider son réputé pour être l'homme le plus dangereux d'Europe.
Les Freedenthaler aussi exploitaient dans îles Seux, en particulier dans Hongrie, Roumanie et Balkans. Là, ces missions compris l'élimination de dirigeants de la résistance, sabotage d'infrastructures critiques et entraînement de partisans pro-nazis. À de nombreuses reprises, ils ont agi en collaboration avec le Sicherheitsdienst et la Gestapo, franchissant la frontière entre opérations militaires et crimes d'État. L'une des missions les plus sinistres des Jagdverbände était l'exécution ciblée de déserteurs et d'officiers allemands soupçonnés de trahison. La défaite étant imminente, Hitler ordonna la répression brutale de toute forme de dissidence interne. Le terrain de chasse, avec son structure clandestin et son expérience dans les tueries silencieuses, était parfait pour cette tâche. De nombreux officiers et des soldats de l'armée allemande elle-même périrent dans des embuscades tendues par ses commandos SS. Dans les derniers mois de la guerre, certaines de ces unités furent intégrées à l'organisation. Loup-garou, un grille de guérilla nazi créé pour résister l'occupation alliée de l'ombre. Bien qu'en théorie, le Werwolf fût censé devenir une résistance clandestine, en pratique, il se révéla inefficace et désorganisé. Cependant, la Jagdverbände resta active jusqu'au dernier jour du Reich, et certains de ses membres réussirent à s'échapper à Amérique latine et moitié Est après le conflit. À la fin de la guerre, les traces des Jagdverbände disparurent dans le chaos. Nombre d'entre eux, leurs membres, détruits documents. Ils ont brûlé leur uniforme et ont changé d'identité. Otto Skorzeny était attrapé, mais Réalisation s'échappait En 1948, il se réfugia dans l'Espagne franquiste, où il vécut confortablement jusqu'à sa mort. Dans les années suivantes, il offrit ses services aux dictatures latino-américaines et aux régimes arabes, agissant comme conseiller en renseignement et agent de liaison pour les réseaux d'anciens nazis. L'histoire des SS Jagdverbände soulève des questions quant à leurs limites. Entre guerre, terrorisme et espionnage. Bien que présentées comme commandes élites, leurs actions étaient profondément liées à l'idéologie nazie, la répression politique et le crime organisé depuis l'État. Son structure ambiguë leur a permis d'opérer sans règles, sous la protection du secret, mais avec la ressource d'un empire en déclin. Ce n'étaient pas de simples soldats. C'étaient des armes humaines entraînées à détruire de l'intérieur, à semer la confusion, à terroriser et à assassiner. Elles opéraient dans l'ombre de la légalité, brouillant les frontières entre uniforme et costume, entre le tactique et le crime. Dans beaucoup de sens, ils représentaient l'incarnation d'un régime qui ne respectait ni les frontières éthiques ni les conventions internationales. Aujourd'hui, les Freedenthaler survivent documents fragmentaires dans les rapports de renseignement alliés et dans les échos d'une guerre que convertit le guerre secrète, prolongement d'un génocide. Ils étaient les chasseurs d'un Reich agonisant. Et lorsqu'il n'y avait plus personne à chasser, ils se chassaient entre eux. Traîtres et patriotes, Waffen-SS Galizien, la division ukrainienne entre la Croix gammée et le Trident. Au carrefour confus de l'occupation, du nationalisme et du désespoir, une unité a émergé, incarnant les contradictions les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Une division SS composée presque entièrement d'Ukrainiens, formée sous la bannière du Troisième Reich, mais animée par le rêve d'une patrie. Propre. Un armée de occupés convertis dans occupants. Le 14e, la Waffen-Grenadier Division der SS, mieux connue sous le nom de SS Galizien Division, était à la fois un outil du nazisme et une réflexion de la conflit ethnique que a déchiré l'Europe de l'Est. Son histoire commence en 1943 lorsque l'avancée de l'armée rouge menace de submerger les territoires ukrainiens occupés par l'Allemagne. Heinrich Himmler, convaincu que les peuples de l'Est pourraient servir de bouclier humain au Reich, autorise la création d'une division SH composée par bénévoles ukrainiens originaires de la région de Galicie, territoire historiquement disputé entre Polonais, Ukrainiens et Austro-Hongrois. Les recruteurs faisaient appel au ressentiment envers les Soviétiques, au désir d'autonomie ukrainienne et à la crainte d'une nouvelle domination bolchevique. La division était présentée comme une armée ukrainienne fervente, patriote, mais sous commandement allemand, bien qu'elle n'ait jamais bénéficié d'une véritable indépendance. Himmler précisa que l'unité devait être partie complète de la Waffen-SS et obéir strictement à la hiérarchie allemande. Malgré cela, des milliers de jeunes Ukrainiens répondirent à l'appel, certains par conviction nationaliste, d'autres par opportunisme, et beaucoup simplement pour échapper à la pauvreté, à la répression soviétique,
ou au recrutement forcé dans l'armée rouge. L'entraînement commença à Neuhammer, en Silésie, sous la direction d'officiers allemands et avec le lion d'or galicien comme symbole distinctif. Dès le début, les soldats furent endoctrinés dans les idéaux du national-socialisme. Bien que dans beaucoup de cas, sans saisir pleinement la langue officielle était l'allemand, et toute expression ouverte de séparatisme ukrainien était sévèrement punie. Le premier véritable test eut lieu en juillet 1944, pendant la bataille de Brody dans le front Est. Là-bas, le CH galisien fut lancé au combat contre l'avancée des Soviétiques au sein du 13e corps d'armée allemand. L'issue fut désastreuse. Encerclée et écrasée par les forces soviétiques, la division subit des pertes catastrophiques. Plus de 70% de son personnel fut tué, capturé ou porté disparu. La bataille était donc brutale que pendant des années, elle fut surnommée en Ukraine occidentale l'hécatombe galicienne. Malgré cet échec cuisant, la division ne fut pas dissoute, car elle servait à cela, à servir de chair à canon. C'est pourquoi ses survivants furent réorganisés, renforcés par de nouvelles recrues et affectés à des missions de lutte contre les partisans et de sécurité. En Slovaquie, en Slovénie et en Autriche. C'est lors de ces opérations que stressait son côté le plus sombre. Les SS galiciens participèrent à des représailles contre les populations civiles suspectes de soutien à le partisan communiste. Leurs hommes ont été impliqués dans des incendies de villages, des déportations, des exécutions sommaires et massacres ethniques, notamment contre les communautés polonaises de la région frontalière. Un de leurs actes plus loin infâmes s'est produit. En février 1944, dans le village polonais de Huta Pieniaka, des unités affiliées à la SS galicien, ainsi que des forces auxiliaires, exterminèrent plus de 500 civils polonais. Les victimes furent brûlées vives, fusillées ou égorgées. Pendant des années, ce crime fut minimisé ou passé sous silence, tant par d'anciens combattants de la division que par des discours nationalistes cherchant à le disculper. Cependant, des documents et des témoignages sont disponibles. On confirmait leur participation directe à des actes de nettoyage ethnique, cadre d'une guerre totale où les frontières entre combattants et civils étaient floues. Malgré ces atrocités, la division continua d'opérer jusqu'au dernier mois de la guerre. En 1945, elle fut rebaptisée Première division ukrainienne de l'armée nationale ukrainienne, dans une tentative tardive de lui donner une façade nationale indépendante. Cependant, le Troisième Reich s'effondrait alors et la division finit par se rendre aux forces britanniques en Autriche. Ce qui suit est un chapitre chargé d'ambiguïté historique et de conflits politiques. Contrairement à d'autres unités SS, les membres des Galiciens n'ont pas été livrés. En Union soviétique, nombre d'entre eux cherchèrent refuge au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, sous prétexte qu'ils avaient combattu le communisme et n'avaient commis aucun crime de guerre avéré. Certains furent même admis comme réfugiés politiques, car, dans le contexte de la guerre froide, l'antisoviétisme constituait un refuge même pour les nazis ou les criminels de guerre. Des décennies plus tard, l'héritage du SS galicien continue de diviser les historiens et sociétés. Pour de nombreux nationalistes ukrainiens, notamment dans l'ouest du pays, la division représente une lutte acharnée pour l'indépendance, une résistance contre l'occupation soviétique et un symbole d'identité nationale. Dans des villes comme Lviv, des commémorations et des funérailles d'anciens combattants ont été organisées, accompagnées de drapeaux et de processions religieuses. Pour les autres, à l'intérieur comme à l'extérieur Ukraine, le Galicie est une unité criminelle, partie de la machine génocidaire du nazisme, responsable des massacres de civils et de la collaboration active avec le Reich. L'ONU, les organisations de défense des droits de l'homme et de nombreux universitaires ont souligné le danger de glorifier une unité SS, quelles que soient les nuances contextuelles. Le vrai, comme généralement se produire dans le rôle de la division SS galicien dans les chapitres les plus sombres de l'histoire, n'est pas sans équivoque. La SS galicien fut à la fois un outil de domination allemande, le reflet d'un nationalisme ukrainien radicalisé et un acteur de la guerre ethnique qui ravagea l'Europe de l'Est. Nombre de ses membres étaient de jeunes paysans rêvant d'une Ukraine libre, d'autres étaient des fanatiques fascistes, d'autres encore n'étaient que de simples pions dans une guerre qui a dévoré des vies sans distinction. Aujourd'hui, les noms de Brody, Huta Pieniaka et Neuhammer
rappelle combien il est complexe, tragique et dangereux de romancer des alliances forgées en période de désespoir. La division SS Galisien. Il a défilé sous deux symboles, la croix gammée et le trident. Une génération entière s'est retrouvée coincée entre les deux, et son histoire nous met en garde contre les abîmes moraux auxquels peut conduire la lutte pour la nation lorsqu'elle est déconnectée de l'humanité. Les engrenages de l'Holocauste, Sonderabteilung Einsatz R, la machinerie brutale qui a exécuté la solution finale. Il est des noms qui évoquent l'horreur avec une froideur chirurgicale. Des mots qui, enveloppés dans une bureaucratie d'acronymes et d'euphémismes, dissimulent la réalité la plus abjecte que l'humanité ait jamais connue. La Sonderabteilung Einsatz R, l'unité spéciale SS chargée de l'opération Reinhard, était l'un des sombres rouages de la machine génocidaire du Troisième Reich. Derrière ce nom technique se cachait un projet d'extermination systématique, froid, planifié et efficace. Son but était l'annihilation totale de le juif de la gouvernement général, territoire de la Pologne occupée. L'opération Reinhard fut baptisée en honneur à Reinhard Heydrich, il cerveau de la solution fin, assassiné à Prague en 1942. Sa mort déclencha l'une des réponses les plus brutales du régime nazi, qui consista à accélérer l'extermination des Juifs d'Europe de l'Est. Contrairement aux fusillades de masse des Einsatzgruppen en URSS, l'opération Reinhard opta pour l'industrialisation de la mort. Une solution finale plus silencieuse, plus administrative, rationalisée et surtout plus impersonnelle. La Sonderabteilung Einsatz R, ou unité R de la département spécial Einsatz, était l'unité chargée de coordonner et d'exécuter cette opération. Il ne s'agissait pas d'un bataillon de combat, mais d'une force de gestion de la mort. Sa structure était composée d'officiers SS, de membres du Totenkopfverband, la branche qui administrait les camps de concentration, et de collaborateurs locaux tels que la police ukrainienne, les gardes baltes et des unités auxiliaires formées au camp de Trauniki. Le quartier général-major de l'opération Il trouvait dans Lublin, faible, il commande de la SS Brigadeführer Odilo Globoknik, ancien Gauleiter de Vienne et passionné de le mandat de l'Einsatz R de Himmler, était clair. Exterminer les Juifs du gouvernement général, qui étaient plus de 2 millions. La méthode choisie serait la création de camps d'extermination dédiés, c'est-à-dire sans fonction de travail, forcés, conçus exclusivement pour tuer. De ce politique naîtraient 3 noms qui glacent encore le sang aujourd'hui, Belzec, Sobibor et Treblinka, tous placés sous la supervision directe de la Sonderabteilung. Les camps de Reinhard-Non étaient Auschwitz. N'en étaient usines hybrides de l'esclavage et la mort, mais étaient de véritables installations vouées au meurtre de masse. À Belzec, par exemple, les victimes étaient envoyées directement depuis le train à les chambres à gaz, sans sélection médicale ni enregistrement. Camouflées en douche, ces chambres fonctionnaient au monoxyde de carbone émis par des moteurs diesel, ce qui provoquait la mort en 20 minutes. Les corps étaient puis enterrés dans des fosses communes, puis déterrés et brûlés pour éliminer les traces. Treblinka, le plus meurtrier des 3, a atteint un taux d'extermination de 10 000 personnes au jour. Il estime qu'entre 700 000 et 900 000 les Juifs y sont morts peu de temps après plus loin de 1 année. Il champ dénombré avec un zone de la réception, la salle de déshabillage et le bâtiment des morts. La Sonderabteilung organisait chaque étape avec une précision millimétrique, de l'arrivée du train à l'élimination des corps. Les prisonniers étaient contraints de courir nus entre des barrières grillagées, battus par les gardes et chiens jusqu'à être poussés dans les chambres où ils moururent dans l'obscurité, étouffés, écrasés les uns contre les autres. Les membres de l'Einsatz R supervisèrent l'ensemble du processus. Certains s'occupaient de la logistique, horaire des trains, coordination avec les ghettos, allocation des ressources. D'autres dirigeaient les tueries, activation des moteurs, donnaient des ordres, surveillaient les fourneaux. Nombre d'entre eux étaient des hommes normaux, des bureaucrates de la mort. Non pas des psychopathes isolés, mais des individus qui avaient adopté l'extermination comme une routine administrative. Le crime devint une routine et la déshumanisation était à l'ordre du jour. Parallèlement aux tueries, la Sonderabteilung était responsable du pillage systématique des biens des victimes. Montres, bijoux, or dentaire, vêtements et même cheveux étaient collectés et triés et envoyés au Reich. Rien, C'était un gaspillage.
La mort n'était pas seulement un objectif idéologique, mais aussi une source de ressources. Un camp comme Belzec pouvait produire des tonnes d'or en fusion en quelques mois seulement. Les trains ne revenaient pas vides en Allemagne. Ils transportaient les richesses pillées par des millions de vies. Cependant, même dans ce machinerie sans relâche, était moment de rupture. En 1943, des révoltes spontanées éclatèrent à Sobibor et Treblinka. Conscients de leur sort inéluctable, les prisonniers s'organisèrent secrètement et attaquèrent les gardes, parvenant à s'échapper par petits groupes. La plupart furent capturés ou tués, mais quelques survécus et à témoigner décennies plus loin en retard. Révélateur. Les détails les plus intimes du fonctionnement des camps de Reinhard. Ces rébellions, conjuguées à l'avancée de l'armée rouge, précipita la fermeture des camps. En 1943, Belzec avait déjà été démantelé et recouvert d'une fausse ferme. Sobibor et Treblinka furent détruits peu après, leur terrain étant détruit. Rasés, ces installations anéanties. L'Einsatzheer avait accompli sa mission, exterminer les Juifs de Pologne en un temps record et disparaître sans laisser de traces. Odilo Globocznik, son commandant, était attrapé par le Allié dans 1945 et il s'est suicidé avant d'être jugé. D'autres officiers supérieurs, tels que Christian Wirth et Franz Stangl, sont morts au combat ou ont été capturés des années plus tard, jugés et condamnés. Mais de nombreux membres de rang intermédiaire de la Sonderabteilung ont réussi à s'échapper. Ils ont changé de nom, se sont réinsérés dans la société et ont caché leur passé pendant des décennies. Le procès de Düsseldorf dans les années 1960, dit procès de Treblinka, a permis de reconstituer une partie de sa structure. Mais les silences ont été longs. Et les témoins se sont faits de plus en plus rares. À ce jour, l'opération Reinhard reste l'épisode le plus meurtrier de la Shoah. En moins de 2 ans, plus de 1 700 000 Juifs ont été exterminés dans ces camps. Un massacre, silencieux, exécuté dans territoire loin de l'affront, au manteau de la bruit de la guerre. Une opération qui a prouvé que l'horreur absolue ne nécessitait pas d'improvisation, mais de planification. Pas de sang sur les mains, mais de l'encre sur les papiers. La Sonderabteilung Einsatzheer était, en fin de compte, la face la plus froide du nazisme. Non pas celle du fanatique criant des slogans, ni celle du soldat brutalisé au combat, mais celle de l'administrateur signant les ordres de transport, de l'ingénieur concevant les chambres à gaz, du comptable calculant la capacité optimale d'incinération. Le crime devint une procédure, et génocide non plus loin qu'un projet géré par l'État. Aujourd'hui, dans les camps où se dressaient autrefois Sobibor, Treblinka et Belzec, seul subsiste l'écho. Croix, monuments, pierres portant des noms. Le silence de ce qui ne doit pas être oublié. Mais sous cette terre, le souvenir brûle encore, car la Sonderabteilung Einsatzheer n'était pas une aberration. C'était la conséquence logique d'un régime qui a fait de la mort une routine. Et c'est peut-être là le plus terrifiant. Le défenseur de la Chambre Reich, Loup-garou, l'unité de élite de Himmler qui devait perpétuer le nazisme. Alors que le Troisième Reich s'effondrait sous le poids de sa propre arrogance, les villes brûlèrent faibles le bombardement allié et le division. Alors que les forces soviétiques approchèrent du cœur de l'Allemagne, un nouveau type de guerre commença à se préparer dans l'obscurité. Ce n'était pas une guerre conventionnelle, ni même une contre-attaque désespérée. C'était une guerre fantôme, un conflit sans front, sans uniforme, sans règles. Le nom choisi était symbolique, presque mythique, loup-garou, les loups-garous d'Hitler. À l'origine, l'organisation Werwolf, qui signifie « homme-loup », n'était qu'un concept. En réalité, des tentatives avaient déjà été faites pour créer un groupe portant ce nom, loup étant un surnom courant pour Hitler, ce qui explique pourquoi nombre de ces refuges portent des noms liés à ce dangereux animal. Dans une ultime tentative du régime nazi pour prolonger son agonie et semer le chaos derrière les lignes ennemies, Himmler s'inspira des guérillas partisanes soviétiques et de la résistance française pour créer un réseau de commandos secrets infiltrés parmi la population civile et prêts à saboter. Meurtre et déstabiliser à l'envahisseur. Une guérilla née du désespoir, un quatrième Reich vivant dans l'ombre. L'idée fut évoquée pour la première fois en 1944, alors que la défaite était déjà imminente. La Waffen-SS, affaiblie et fragmentée, ne parvenait pas à contenir l'avancée des Alliés. Le front de l'Est s'effondrait et Berlin se préparait à sa chute.
C'est alors qu'Himmler, obsédé par sa survie de la idéologie le national-socialiste, ordonna la formation du Sonderstab F, un état-major spécial chargé de structurer la résistance clandestine. Le projet fut confié à Hans Adolf Prützmann, un officier SS qui avait combattu les partisans en Ukraine avec une extrême brutalité. Il deviendrait le Reichsführer loup-garou. L'entraînement de ces nouveaux commandos était intensif, sélectif et impitoyable. Dans des bases secrètes, comme Ullschrat ou Krummhübel, les Werwolf apprenaient à manier des explosifs, à tirer avec précision, à saboter les lignes de communication et à commettre des assassinats ciblés. On leur enseignait à survivre derrière les lignes ennemies, à se fondre dans la population civile et à instiller la peur sans laisser personne indifférent. Tracés. C'étaient des combattants sans visage, sans quartier général et sans plan opérationnel clair. Quoi qu'il en soit, la propagande du Reich exagérait leur pouvoir, créant une mystique terrifiante autour du loup-garou. En mars 1945, Radio Loup-garou a commencé à diffuser sur ondes courtes. Sa devise était « sabotage, meurtre et terreur ». Le Gard, dirigé par le SS Sturmbannführer Heinz Schreier, incita la population à rejoindre la lutte clandestine et proclama qu'aucun ennemi ne serait en sécurité, même après la reddition de Allemagne. Même Joseph Goebbels, dans leur dernier discours, il présentait le loup-garou comme le dernier espoir du Reich, une résistance invisible qui ferait payer cher à l'envahisseur chaque pas qu'il ferait. En pratique, cependant, la réalité fut bien différente. L'organisation des loups-garous n'atteignit jamais le niveau opérationnel d'un groupe de guérilla efficace. Son déploiement fut fragmenté, improvisé et, dans de nombreux cas, symbolique. Bien qu'il y ait eu des actes de violence et des meurtres, ceux-ci étaient plus sporadiques que systémiques. Le Lamort, l'attaque du maire d'Aix-la-Chapelle, Franz Oppenhoff, en mars 1945, fut l'une des rares attaques réussies de Werwolf, menée par un commando, lancé en parachute derrière les lignes alliées. Son crime avait un message clair, collaborer avec l'occupant. On l'a payé de sa vie. Un autre meurtre plus loin célèbre attribué au loup-garou était celle du général soviétique Nikolaï Berzarine, premier commandant militaire de Berlin après la capitulation. Berzarine mourut dans un étrange accident de moto en juin 1945. Et bien que la version officielle rayon d'un sinistre en poule, les rumeurs à propos le sabotage a persisté pendant années. Il même s'est produit avec multiples attaques patrouilles soviétiques isolées, sabotage mineur d'infrastructures et exécutions clandestines de traîtres présumés. L'absence d'une structure centralisée, associée à la rapidité de l'effondrement nazi, a empêché que Werwolf deviendrait la force de résistance que Himmler avait imaginée. Nombre de ses membres furent capturés avant d'avoir pu agir, d'autres ont déserté ou sont morts au combat. Final, avec le se rendre de la Reich, le 8 mai 1945, le loup-garou fut réduit à des cellules dispersées, sans direction ni soutien logistique. Mais son mythe perdura. La peur du loup-garou fut, dans bien des cas, plus forte que son action réelle, tellement dans l'Allemagne occupée par les alliés occidentaux comme dans la zone soviétique, les autorités militaires ont pris des mesures drastiques en vue de la possibilité d'une insurrection souterraine. À l'Est, la crainte d'une résistance clandestine a servi de justification aux arrestations massives, aux exécutions sommaires et aux déportations de sympathisants nazis présumés. Dans certaines régions, seul soupçon de collaboration avec le loup-garou s'était suffisant disparaître sans procès. De son côté, Staline profita de l'existence supposée de cette guérilla et les forces d'occupation soviétiques ont utilisé le spectre du loup-garou pour justifier une répression brutale contre la population civile allemande, des jeunes, d'anciens membres des jeunesses hitlériennes et d'anciens soldats. Soit simples civils étaient accusés des activités subversives présumées, furent menés et exécutés ou envoyés au goulag. Le loup-garou, bien qu'en ruine, servit de prétexte idéal pour exterminer tout foyer de nationalisme allemand, et la terreur se répandit dans les deux directions du conflit. Cependant, à l'ouest, les Alliés agissaient également avec fermeté, quoique avec davantage de procédures judiciaires. Des tribunaux militaires furent créés, des associations de jeunes suspects furent dissoutes et les mouvements nationalistes étroitement surveillés. Dans certains cas,
La censure des publications fut même appliquée, sous couvert du concept de goulag, pour freiner la propagande clandestine. Le spectre du loup-garou souillait l'après-guerre, entravant la pacification et la rééducation d'une Allemagne traumatisée. Ce qui restait du loup-garou après 1945 s'est évanoui dans le silence et la peur. Certains de ses membres se sont réintégrés dans la société, cachant leur passé. D'autres ont été persécutés au fil des ans. De la dénazification. Dans le fichier. Les rapports des services secrets soviétiques et américains sur le loup-garou se sont accumulés pendant des décennies, certains chargés d'exagération, d'autres révélant de petites poches de résistance qui ont survécu jusque dans les années 1950. Mais à cette époque, il n'y avait plus de loups, seulement des ruines. Aujourd'hui, le loup-garou représente l'un des épisodes les plus sombres et les plus ambigus de l'effondrement nazi. Ce ne fut pas une résistance héroïque, mais une tentative. Échoué de prolonger le fanatisme. N'en était une organisation populaire, mais une création artificielle des SS, conçue davantage pour inculquer peur que pour atteindre victoire. Et sans embargo, dans son échec, laisser un marque. Car même vaincu, le nazisme a tenté de continuer à tuer. Même lorsque tout était perdu, il a voulu entraîner son peuple vers la destruction totale. L'histoire du loup-garou est celle-là même, d'un ombre, le ombre de la fanatisme que je ne sais pas rendement, le ombre d'une terreur qui mute, se dissimule et persiste dans la peur d'autrui, l'ombre d'un Reich qui même à l'agonie n'a jamais cessé de dévorer. Ombre dans le ciel, les Fallschirmjäger, les parachutistes du Reich qui pleuvaient sur leurs ennemis. Ils furent les premières ombres à tomber du ciel, soldats suspendus dans les airs, silhouettes descendant telles des spectres sur un ennemi sans méfiance. Connus sous le nom de Fallschirmjäger, ces parachutistes allemands se forgèrent une réputation redoutable durant les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Ils furent entraînés à frapper avec rapidité, précision et férocité et devinrent l'élite du Troisième Reich. Mais derrière cette image se cachait de professionnalisme et le courage, cachait également une histoire de brutalité, de fanatisme et de loyauté indéfectible envers le Führer. Les Fallschirmjäger ne sont pas nés sous le commandement des SS, mais comme une unité de la Luftwaffe, la force aérienne allemande. Son création était promue par il général Kurt Student, fervent partisan de la guerre moderne et du recours aux troupes aéroportées, était un fervent défenseur de la guerre moderne. En 1938, l'Allemagne disposait déjà de sa première division parachutiste, une innovation militaire qui rompait avec les méthodes de guerre traditionnelles. Le Reich fut un pionnier dans ce type d'opération. Son baptême du feu eut lieu en 1940 lors de la campagne des Pays-Bas où l'assaut sur la forteresse d'Eben-Emael en Belgique lui conféra une renommée internationale. Lors d'une opération éclair, de petits groupes de parachutistes atterrirent. Sur le toit du bastion belge et à l'aide d'explosifs creux, a réussi à désactiver ses canons dans question de heures. Le force, considéré imprenable, il s'est rendu dans l'humiliation, donnant naissance au mythe du Fallschirmjäger. C'est cependant en 1941 que les parachutistes du Reich mèneront leur opération la plus sanglante et la plus ambiguë, l'invasion de la Crète. Plus de 22 000 Fallschirmjäger y seront largués. À propos, le île grec dans le que ils ont trouvé troupes britanniques, grecques et néo-zélandaises. Les combats furent acharnés et la résistance alliée, bien plus forte que prévu, causa d'énormes pertes parmi les nazis. Dans les premiers jours de la bataille, des milliers de parachutistes décédaient même avant de robiner le sol. Mais le sacrifice a payé car en moins de 2 semaines, Crète tomba aux mains des Allemands. C'était la première fois dans l'histoire militaire qu'une île était conquise uniquement par une opération aéroportée. Sans embargo, la victoire eut un coût très élevé, plus de 6 000 victimes. Hitler, horrifié par ces pertes, ordonna l'arrêt des opérations de parachutage de grande envergure. Dès lors, les Fallschirmjäger servirent principalement de infanterie de élite déployée dans le façade plus loin difficile et dans le défense plus désespéré. Ce qui a commencé comme un forceps offensant agile et surprenant est devenu un bouclier contre l'avancée de l'ennemi. Pendant le reste de la guerre, les Fallschirmjäger participèrent à des combats acharnés sur tous les fronts, Sicile, Montcassin, Normandie et Rhin. Sur chacun de ces théâtres, ils firent preuve d'une résistance tenace, souvent suicidaire. Au Montcassin, par exemple, ils défendirent les ruines du monastère bénédictin pendant des mois contre l'avancée incessante des Alliés.
Leurs combats furent si acharnés que même leurs ennemis reconnaissaient leur bravoure, mais ils étaient également accusés de crimes de guerre. En Italie et dans les Balkans, les Fallschirmjäger participèrent à de brutales représailles contre la population civile. Dans Crète, après le se rendre, exécutés, des centaines d'habitants furent tués en guise de punition pour la résistance armée locale. Dans certains cas, des villages entiers furent rasés, comme celui de Candanos, dont les habitants furent fusillés et leurs maisons incendiées sur ordre direct du commandement des parachutistes. Le message était clair. Tout acte d'opposition se paierait au prix du sang. Bien qu'ils ne fassent pas partie de l'ESH, le chasseur de chute, ils ont partagé beaucoup de les valeurs idéologiques du nazisme. Leur endoctrinement comprenait non seulement un entraînement physique et tactique, mais aussi une instruction politique. C'étaient des soldats loyaux, disciplinés et, dans de nombreux cas, fanatiques. Son réputation comme homme dur de la Reich. Ce n'était pas seulement dû à leur prouesse au combat, mais aussi à leur capacité à résister sans se rendre, à mourir plutôt qu'à battre en retraite. Alors que la guerre devenait désespérée, les Fallschirmjäger furent utilisés comme tampons contre les défaites. En Normandie, lors de l'opération Market Garden et de la défense de Berlin, ils furent confrontés à plusieurs reprises à des forces supérieures, avec peu de renforts et de soutien aérien. Leurs performances restèrent excellentes, mais son porteur était irréversible. C'était une force d'élite qui se saignait à blanc à chaque bataille. Au cours des derniers mois du conflit, des unités improvisées apparurent, formées de recrues inexpérimentées, mais portant le nom glorifié de Fallschirmjäger. Elles utilisaient l'uniforme, le casque de haut tondu et le béret rouge, mais ils étaient déjà symboles d'une gloire passée. Le mysticisme ne suffisait plus à compenser le manque de munitions, de nourriture et d'orientation stratégique. Le mythe s'est effondré dans la boue allemande. Lors de la chute de Berlin, certains parachutistes combattaient encore parmi les ruines, refusant de se rendre. D'autres tentèrent de s'échapper, cachés parmi les civils, et leur sort fut inégal. Certains furent sommairement exécutés par les troupes soviétiques, tandis que d'autres furent internés dans des camps de prisonniers. Mais il y eut aussi ceux qui, profitant de leur aura de soldats respectables, parvinrent à échapper à la justice. Dans les années d'après-guerre, de nombreux anciens parachutistes rétablis à la vie civile soient entrés dans les forces armées ouest-allemandes. Le souvenir des Fallschirmjäger est devenu ambigu. Pour certains, c'étaient des combattants. Courageux, professionnels, section de l'horreur du nazisme. Pour d'autres, ils étaient une autre force au service d'un régime criminel, responsable de atrocités et défenseurs fanatiques d'une cause perdue. Dans l'historiographie contemporaine, ce mythe a été progressivement démantelé. L'histoire exige non seulement de se souvenir du courage, mais aussi d'examiner le contexte qui l'a alimenté. Les Fallschirmjäger étaient plus loin que militaires de la R, étaient symboles de la machine de guerre du Troisième Reich, hommes audacieux, innovateurs et terriblement mortels, mais aussi instruments d'une idéologie qui méprisait la vie d'autrui. Du ciel de Crète aux ruines de Berlin, leur trajectoire a tracé un chemin de gloire éphémère et destruction durable, car même les ailes les plus rapides ne peuvent échapper au poids de l'histoire. L'élite blindée du Reich, la brutale division Panzer-Lehr. Tandis que les moteurs rugissaient, le sol tremblait sous le poids de la machine de guerre la plus sophistiquée du Troisième Reich. Véhicules blindés, chars et semi-chenillés étaient déployés avec une précision mathématique, telles les pièces d'un jeu d'échecs mortel. Au cœur de cette symphonie d'acier se trouvait une unité unique, la Panzer-Lehr Division, la division d'entraînement blindé. Son nom évoquait l'expérience, la discipline et le savoir, mais ce qui n'était au départ qu'une force d'élite destinée à l'enseignement devint bientôt le fer de lance des horreurs de la guerre. La Panzer-Lehr Division a été formée en janvier 1944 au plus fort de l'effort de guerre allemand. De infusion inhabituelle, le peinture plus loin anciens combattants des écoles d'entraînement blindées du Reich, composés de des instructeurs et des officiers expérimentés, rejoignirent des unités d'infanterie motorisées et blindées sélectionnées. Ces hommes n'étaient pas des novices, ils avaient passé des années à enseigner l'art du combat blindé. Ils allaient désormais être appelés au front comme combattants. Cette unité n'appartenait pas directement à la Waffen-SS, mais son professionnalisme, son fanatisme et sa capacité destructrice
la rendait comparable à n'importe quelle division SS en termes d'efficacité et de brutalité. La Panzerlehr ne se contentait pas de était un forceps de combat, mais que était une exposition copie de l'Allemagne possédait le meilleur de sa technologie militaire. Elle possédait les chars les plus modernes de son arsenal, le Panzer IV Ausf H, le redoutable Panther et, dans certains cas, même des Tigres. Ces véhicules étaient équipés de radios, armures supplémentaires et équipages d'élite. La division a été conçue comme une réserve mobile pour repousser le débarquement allié attendu à l'ouest. Son déploiement, non. Il a fait attendre. Dans juin en 1944, 6 mois seulement après sa création, elle fut envoyée en Normandie, au cœur de l'enfer. Là, dans les champs et les villages du nord de la France, la Panzerlehr affronta les forces alliées avec une férocité et une organisation sans pareille. Elle fut l'une des rares unités allemandes à réussir une contre-attaque lors de la première jour après le jour J. Les batailles de Normandie, cependant, devinrent un piège mortel pour la division. Les raids aériens alliés constants ont anéanti ses formations. Des colonnes entières de chars ont été anéanties avant même d'entrer en combat. Dans le affrontement terrestre, comme lors des batailles de Tilly-sur-Seulles et de Villers-Bocage, la division démontra une capacité redoutable à stopper les avancées britanniques et américaines. Mais le prix à payer fut élevé, car malgré sa sophistication, la Panzerlehr ne put résister indéfiniment à la puissance industrielle alliée. Ce qui distinguait cette unité n'était pas seulement sa puissance de feu, mais aussi son état d'esprit. Les hommes de la Panzerlehr étaient endoctrinés non seulement aux tactiques militaires, mais aussi à l'idéologie nationale-socialiste. La défense du Reich n'était pas pour eux un choix, devoir mais un honneur. Ce conviction, il traduit dans une résistance acharnée mais aussi des comportements extrêmes. Des exécutions sommaires ont été documentées lors des batailles pour les villages normands. De prisonniers. Les Alliés, ainsi que les représailles brutales contre les civils accusés de collaborer avec la résistance, ont été durement touchés. À l'instar des autres unités blindées allemandes, la Panzerlehr n'a pas fait de distinction nette entre les combattants et la population. Malgré ses pertes, la division a réussi à se replier relativement intacte, après l'effondrement de la front de Normandie. Elle fut reconstituée en Allemagne et rapidement envoyée en front Est et plus loin tard à Ardennes pour participer dans le offensant désespéré connu comme le Bataille des Ardennes ou l'offensive des Ardennes en décembre 1944. Là, dans les forêts froides et denses belges, le Panzerlehr retournait à apparaître comme un forceps redoutable, menant certaines des avancées les plus profondes sur le front allié. Mais le temps ne jouait plus en leur faveur. Le manque de carburant, la supériorité aérienne alliée et l'épuisement physique et mental-moral de leur homme devenu l'offensive se transforma en échec stratégique. La division fut gravement affaiblie. Nombre de ses chars furent abandonnés, soit détruits et leur efficace décimée. En 1945, les survivants de la Panzerlehr furent envoyés à la défense de l'Allemagne. Ils participèrent au combat sur le Rhin, près de Würzburg, et furent finalement encerclés par les forces américaines. Ils se rendirent en mai 1945, épuisés, encerclés et sans aucun moyen de soutien. Espoir. Mais même dans la défaite, les vétérans de la division étaient respectés par leurs adversaires, qui reconnaissèrent leur discipline et leur efficacité tactique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que sous ce professionnalisme apparent se ils se sont cachés les horreurs typiques du Reich. L'histoire de la Panzerlehr symbolise l'évolution de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, d'une brillante force offensive à une unité défensive sans espoir. Conçue à des fins pédagogiques, cette unité a fini par enseigner au monde une amère leçon sur l'efficacité. Militaire peut être utilisée au service du totalitarisme. À l'instar d'autres divisions d'élite du Troisième Reich, son héritage est terni par le contexte dans lequel il a été créé. Il que exploité une guerre de conquête, anéantissement et fanatisme. Aujourd'hui, les vestiges des chars de la Panzerlehr rouillent, dans les musées d'Europe soit enfouis sous le sol français et belge. Mais l'ombre de leur passage résonne encore. Ils étaient le meilleur, au service de le pire. Un paradoxe qui définit de nombreuses forces de combat du Troisième Reich. Un professionnalisme technique combiné à une obéissance aveugle à un régime génocidaire.